Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On analyse et puis on résume Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. On va parler catch. Et pour m'accompagner, comme toutes les semaines, l'inimitable Chris. Comment vas-tu, Chris? Salut Ringside. Chaud comme de la braise, chaud bouillant, voilà quoi, avec des chaleurs un peu plus acceptables. Et puis après le hors-série de la semaine dernière, retour aux affaires courantes dans notre bon vieux Weekly Draw et on va voir ce que ça a donné cette semaine. C'est ça. On reprend les affaires sérieuses, hein, la route vers SummerSlam. Hein. On est à 2 semaines du plus gros show de l'été. Il va falloir faire avancer les intrigues. On va voir s'ils ont fait le boulot, hein, les salauds de la WWE. Alors ça commence fort. L'émission, on est à Little Rock, dans l'Arkansas, North Little Rock, la patrie de Bill Clinton, me semble-t-il. Tout à fait, Ringside. C'est ça. Voilà, toujours la petite info en plus. Alors, on démarre avec un petit montage vidéo dont la WWE a le secret, qui nous parle des grands championnats de la WWE. L'histoire du catch est parsemée de ce grand championnat de la WWE. Mais ce soir, on est là pour parler d'un tout nouveau concept, le 24/7 Championship, qui va ouvrir le show, puisque ce soir, on aura un match mixte, un mixed match, entre le champion R-Truth et il est accompagné de Carmella, et de l'autre côté, le challenger, Drake Maverick, accompagné de sa femme, qui s'appelle Renee Michel, si je dis pas de bêtises. Renee Michel. Ils vont s'affronter dans un lumberjack match. Rien que ça, il y a toute la mid-card ou low-card plutôt de la WWE qui est là autour du ring. Hein. On retrouve Titus O'Neil, les Lucha House Party, Eric Young est là. On a aussi Noé José, ce bon vieux Robert Roode. Ils sont tous là, tout autour du ring. Ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là. Hein. On a mis les petits plats dans les grands pour ce Monday Night Raw historique. Et donc, on a un vrai match pour la ceinture qui est un peu une ceinture qui est vraiment une blague hein, depuis qu'elle est apparue. C'est ce titre que vous devez défendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui est l'apanage surtout de R-Truth. Il est quand même bien disputé régulièrement par l'ami Drake Maverick, donc il a le droit ce soir à un match. Hein. C'est peut-être la première fois qu'on le voit catcher, Drake Maverick, à WWE, du moins à Monday Night Raw. Il a toujours joué le rôle de manager ou de general manager de 205 Live, ou alors du mec ridicule qui se fait pipi dessus. Et bien ce soir, il catch, et donc on a cet affrontement là entre R-Truth, accompagné de Carmella, et Drake Maverick avec Renee Michel. Et c'est la victoire de R-Truth qui conserve donc son titre. Par tomber, hein, il ne fait qu'une bouchée du petit Drake Maverick. Mais alors, comme c'est le 24/7 Championship, une fois que le match est fini, il doit continuer à défendre son titre, R-Truth, et là, il y a tout le roster qui lui tombe sur la gueule. Empilement, baby! Ah oui, un empilement de catcheurs les uns sur les autres, une montagne de catcheurs sur le pauvre R-Truth. L'arbitre fait le tomber, et on a un winner, et devinez qui c'est le winner? Nul autre que Mike Kanellis. Le cassos! Le cassos de service. Humilié chaque semaine, Mike Kanellis est enfin champion de la WWE. Il se sauve avec la ceinture rapidement. Il va dans les backstage. Il s'enferme dans une pièce qui est réservée au personnel, ou du moins aux organisateurs de la WWE. Et là-dessus, il y a sa femme qui vient toquer à la porte, et elle lui demande, elle lui ordonne d'entrer. Hein, et il finit par obtempérer parce qu'elle lui dit si tu continues, je vais te mettre un coup de pied dans le vagin. J'aurais pas tout raconté quand même, j'aurais laissé des trucs de côté des fois quand je fais les résumés. Voilà un début de show plutôt rigolo. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors déjà, le paquet de vidéos pour commencer. Je veux dire, quelqu'un qui regardait pour la première fois Raw, ou pour la deuxième ou troisième fois, qui tombe sur ce paquet de vidéos d'ouverture de Raw. C'est chaud. Hein. C'est extraordinaire, parce que ce paquet de Raw, il nous a présenté le 24/7 comme la 8e merveille du monde. Et
en nous disant avec la voix à l'américaine là, avec la bande annonce qui va bien là, tu vois, là on serait cru dans un drama énorme. Et j'ai trouvé ça, mais je me suis bidonné quoi. Et j'ai pensé voilà à l'amateur de catch occasionnel ou totalement occasionnel et qui se retrouve face à ce package vidéo et qui a dû se dire putain le titre 24/7 ça a l'air d'être un truc mortel à la WWE quoi. Et j'ai trouvé ça énorme quoi. Et après derrière alors c'était pas vraiment une stipulation mix match, c'était une stipulation mosh pit. Alors écoute, si t'as la traduction, je la veux bien. Mais voilà, mais le match a été pour le coup très court et puis effectivement empilement baby. Et puis derrière, Mike Kanellis, le Cassos de Ringside depuis des semaines, qui devient champion 24/7. C'est énorme, c'est formidable, c'est incroyable. Et alors après, on a le droit à un Humiliation Time dans la salle de contrôle antidopage de la WWE. Et ça doit être ça, ouais. Et alors là, quand même, ce passage, je t'avoue que là, je ne peux plus m'empêcher que de penser à toi, Ringside. Hein, quand je vois Kanellis, quoi. Hein, donc, je vois. Tellement en vrai. Ah ouais, le Cassos, voilà, les Cassos réunis ensemble dans le pire et dans le meilleur. Hein, là, on est pas mal dans le pire quand même, quoi. Et donc, elle fait venir le ref et elle fait donc un tombé sur son mari. C'est énorme. C'est ça c'est la suite un peu plus tard dans l'émission, mais effectivement, on peut éventer le secret. Hein. Moi, c'est vrai que c'est dans le même segment exact. Elle lui ordonne de se mettre sur le dos et puis elle fait le tomber. Elle est la première championne enceinte de la WWE. On va évacuer le 24/7. Voilà, c'est ça, hein, parce que c'était pas non plus le plus grand moment de l'émission. Le segment de l'émission nous aura fait rêver, quoi. Ouais. Alors moi, je t'avoue que par contre, bizarrement, et ben après le tombé, quand elle est sortie de la pièce, et ben là par contre, ça m'a plutôt plu. Ouais. Quand elle est venue narguer tout le roster. Toute la low-card qui était présente comme par hasard devant le contrôle antidopage parce que c'est des gars sérieux et ils allaient tous faire pipi dans les prouvettes. Et en fait, j'ai trouvé assez génial finalement la réaction, si tu veux, d'elle et même des low-carders finalement. Titus O'Neil a été sobre mais efficace. Et finalement, ça a pris de manière totalement extraordinaire. Ça a pris sur moi le truc de I'm a Pride and Champion! Champion! C'était totalement agaçant, totalement nawak, et j'ai aimé, les amis. J'ai aimé Peuple de Catch-Up. Je vous ai même pas dit salut, Peuple de Catch-Up, tout à l'heure. Mais j'aime trop Ringside, je vous en ai oublié, quoi. Donc, c'est ça. Écoute, tellement d'amour. Tellement d'amour dans cette équipe que on en oublie même nos auditeurs, et vraiment, je me confonds en excuses. Mais du coup, voilà, écoute, ce truc 24/7, voilà, ça continue à être le Benny Hill belt. Et puis là maintenant on a une nana enceinte de, je sais pas, elle est bien enceinte de 5-6 mois, hein, la dame. Hein. Ouais, elle a un petit bedon hein, déjà. Hein. Deuxième gosse, donc ça va commencer à toucher des allocs, tes cassos là. C'est ça. Ah là, il se frotte les mains, hein, je pense. Ça va tomber là. Monnaie. Ouais. Peut-être que la WWE verse un supplément familial, hein, qui sait. C'est ça, exactement. C'est bien, ils font dans le social un petit peu la WWE, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, hein, encore une humiliation pour McCannis, un championnat gagné, mais l'humiliation qui s'ensuit. Et puis Maria, elle est parfaite dans son rôle de pétasse, hein, disons-le clairement. Hein. Voilà, mais du coup, on se demande ce qui va se passer parce que qui va réussir à faire le tombé maintenant sur Maria Kanellis parce qu'on va pas frapper une femme enceinte quand même. Oui, et oui, ça va être un énorme problème, ça. Donc s'il lui reste 3 mois avant d'accoucher, on va dire grosso merdo, il faudra qu'elle arrête 1 mois avant. Elle peut tenir le titre pendant 2 mois, quoi, avant qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et là, on n'a pas fini de rigoler au review de catch-up, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est ça. Bon, on va voir jusqu'où ils vont aller, parce que le congé maternité, quand même, c'est 10 semaines, hein, je crois. Bon, bah voilà, hein, on est rentré par la rigolade hein, dans ce Monday Night Raw. La gaudriole. Dans la gaudriole. Hein, on était là pour se poiler. Mais ensuite, c'est l'heure des choses sérieuses, puisqu'on a un gauntlet match. Ouais. À 5 personnes. Ouais. Pour déterminer le challenger au titre US détenu à l'heure actuelle par AJ Styles. Ouais. Et attention, il y a du beau monde. Rey Mysterio, messieurs, dames. L'ancien champion de la WWE, hein, le petit luchador. La légende. Mysterio. The biggest small man. Le Swiss Cyborg, Cesaro.
Mais oui, Hein, ancien c'est champion vrai. intercontinental, ancien champion US, ancien champion tag team, peut-être l'un des meilleurs catcheurs au monde. Sami Zayn, Mais oui, canadien, hein, toujours, bon, il a toujours rien gagné lui à la WWE, mais c'est un ancien champion NXT. Et puis son gimmick à la Ring of Honor, c'était de faire les meilleurs matchs, hein, quand il était masqué, sous le nom d'El Generico. On a aussi Andrade, ancien mais champion NXT également. si. Voilà, le fondateur de Los Ingobernables, hein, voilà, ancien champion du Mexique, hein, ancien junior champion heavyweight de Japan heavyweight junior champion plutôt. Et on a Ricochet, l'ancien champion US NXT. Ricky. Ricky ou la belle vie, hein, comme on dit. Donc voilà, on a 5 des meilleurs catcheurs de la planète là dans ce gauntlet match quand même. C'est Mine de énorme. rien. Moi, quand j'ai vu la fiche, j'ai dit oh là. Alors, mais moi aussi, comme toi, pareil, tout pareil. Là, ils ont sorti le grand jeu et puis ben ça paye, hein, puisqu'on a un excellent gauntlet match. On a d'abord un affrontement très spectaculaire entre Rey Mysterio et Cesaro. Ils nous sortent des trucs inédits. On va monter sur le coin du ring pour faire des espèces de powerbomb Hurricane Rana comme on n'a jamais vu. Rey Mysterio qui s'amuse encore à faire des trucs innovant avec ses glissades à l'extérieur du ring pour aller s'écraser au sol. Toujours parfait, Cesaro dans le ring là qui joue plutôt la carte du sérieux, hein. Il vient, il a la mâchoire crispée, le regard noir. Le combat est très disputé, mais c'est finalement Rey Mysterio qui s'impose. Après, je prends une combinaison Six White Nine de Frog Splash des familles. Sami Zayn débarque assez rapidement. Il vient tabasser Rey Mysterio par derrière. Il va essayer de passer son Elbow Kick, mais Rey Mysterio va esquiver. Il va réussir à placer un petit paquet sur Zayn. C'est un peu botché la séquence, hein. Puis c'est un peu dommage de voir Sami Zayn disparaître comme ça aussi rapidement. Mais le fait est qu'il est éliminé tout de suite, Sami Zayn. Donc Rey Mysterio va devoir affronter un nouveau combattant, parce qu'on vous rappelle, un gauntlet match, c'est un match où on commence avec 2 personnes, puis le gagnant il affronte le catcheur suivant, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Andrade débarque, et là on a encore un super match contre Rey Mysterio. Andrade finit par gagner, hein, en plaçant son DDT. Et ensuite c'est Ricochet qui débarque. À Andrade, il en aura profité pour passer à tabac Rey Mysterio quand même après le match. Ouais. Salement, hein, vraiment comme un méchant. Bon, il y a eu des interventions de Zelina Vega, hein, évidemment. Mais bon, Ricochet vient sauver Rey Mysterio. On enchaîne sur le match, qui est aussi très très bon. C'est avec Ricochet qui sort le grand jeu, hein. Pirouette enchaînée sur... roulade enchaînée sur dropkick, ça c'est assez incroyable quand même quand il enchaîne ce truc-là. Et puis il s'en va pour la victoire avec sa descente triple Lutz là. Sur Andrade qui sera bien battu, hein, qui aura été assez impeccable. Donc ça a duré bien longtemps, hein, ce match-là. Oui. Et c'était du grand spectacle. Voilà, qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ça? Un des meilleurs combats de ces dernières semaines à Raw, quoi. Voilà, avec une stipulation sympa, avec effectivement un passage un peu éclair de Sami Zayn, mais je pense que si tu veux, moi j'ai compris ça parce que étant donné que Rey se retrouvait à affronter Andrade en avant-dernier, il pouvait pas affronter 3 heels consécutifs physiquement, je pense, de manière aussi intense, parce que le départ contre Cesaro a été d'une violence, mais Cesaro, il a mis des European Uppercut, mais Rey, je ne cesse de le répéter, mais ce mec est une immense légende, quoi. Ce qu'il encaisse à son âge avec le catch à haut risque qu'il pratique depuis tant d'années maintenant, quoi. Le niveau du match, hein, c'était spectaculaire, hein. C'était énorme, et voilà, quoi. Et les j'en ai connu dans ma vie, et il y a eu des grands, il y en a eu des très très grands, mais Rey, quoi qu'il arrive, avec l'ère moderne et tout, il restera le plus grand luchador de tous les temps, quoi. Et ce qu'il a encaissé pendant ce gauntlet match là, bah moi je dis les jeunes luchadors, les jeunes masqués là, bah prenez exemple sur Rey là, et allez voir tonton Rey là, et prenez-en de la graine, quoi, parce que franchement il m'a épaté le Rey, hein, vraiment là. Et les autres aussi si tu veux. Donc heureusement c'est sur Sami Zayn qui est tombé la mauvaise pioche de celui qui devait se faire sortir vite pour pouvoir laisser Rey récupérer, passer de la pub aussi au passage.
Donc il a fallu malheureusement qu'il y ait un des 3 heels qui a été sacrifié. On aurait pu penser que ça serait peut-être Cesaro, tu vois, qui aurait été sacrifié comme ça, et Sami Zayn qui aurait eu un long combat. Bah non, c'est c'est l'ami suisse bah voilà, hein, qui a fait le couteau suisse comme il fallait, qui a été énorme aussi. Mais ce mec, il est incroyable, quoi. Ce mec il est là depuis 2012, je crois, hein, et quand même s'il a manqué peut-être un titre mondial, ce gars, il reste d'une intensité sur le ring, c'est énorme. Et puis après, bah écoute, t'as tout dit aussi, quoi. Voilà, Andrade, moi je le kiffe à mort, donc Andrade, j'ai même espéré quand même qu'il allait gagner. Et quand il fait son double knee sur le coup, je me suis fait, parce que le double knee à la NXT, il était létal. Ouais. Malheureusement, dans le main roster, il le place souvent, mais il est rarement gagnant, quoi. Et je fais des rimes quand je parle d'Andrade, c'est magnifique. Et puis pour finir, Ricky, vous connaissez tous mon amour, peuple de catch-up pour Ricky, quoi. Voilà, quoi. Mon Prince Puma à moi, là, voilà, qui a même fait 2-3 dédicaces à la Lucha Underground pour les aficionados, quoi, qui connaissaient un peu. Il a eu deux movesets à un moment consécutif à 3 coups, qui répétait quand il était Prince Puma, et que je l'avais pas encore vu faire depuis qu'il est à la WWE. Donc en plus, il s'est permis des folies dans son moveset, le Ricky. Et puis hashtag dédicace à Giscal, hein. Voilà, hein. Ricky, il est #1 contender au titre US. J'ai dit. Ouais, oui. Eh oui. C'est vendu. Round 2, hein, deuxième round pour AJ Styles et Ricochet. Et on est bien content, hein, d'avoir ce match-là. On aurait été content avec n'importe quel des gagnants, je pense. Ouais. La WWE a sorti son plus beau catch, hein, ce soir. S'il y avait eu un Andrade AJ Styles, un Cesaro AJ Styles, enfin franchement, quel que soit le vainqueur de ce Gauntlet match, j'aurais été content. Ouais. Content. Voilà. Ouais. Et on a eu un match, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aurais mis un 4,5 si j'avais fait un Melzer Time. Ouais. J'aurais mis un 4,5. Et ça méritait même une place dans un pay-per-view, ce genre de match-là. C'est ce que j'allais t'enchaîner là-dessus. On est des grands esprits du catch, ringside. C'est exactement la même chose. C'était un match de pay-per-view, ça, quoi. On est un match de pay-per-view, quoi. Ouais, donc, voilà, rien à redire, chapeau. Ça fait longtemps qu'on s'était pas autant éclaté dans un monde des Nitro. Ensuite, c'est Alexa Bliss et Nikki Cross qui nous reçoivent pour A Moment of Bliss, notre moment préféré de la semaine. Ouais. Si on veut. Hein. Donc, elle parle un petit peu d'Euro Réunion, tout ça, elle dit que c'était bien. On va quand même critiquer l'affaire Dolph Ziggler la semaine dernière qui a mis un super kick à Shawn Michaels. Voilà, Alexa explique que c'est un peu contraire à l'esprit de famille de la WWE. Mais elle explique parce que tout ça c'est pour amener en fait une vidéo sur Becky Lynch. Hein. Elle explique que Ziggler n'est pas le seul à être un espèce de connard. Il y a quelqu'un d'autre dans le roster. Et donc elle nous sort une vidéo. C'est une vidéo d'entraînement de Natalya qui est notamment avec quelques filles et Finlay. Et en fait, Finlay apprend à Natalya comment se sortir du Disarmer. Ça a été fait, enregistré plutôt dans la journée, hein, parce qu'on est sur le ring de Raw, là, dans du stade vide. Et là-dessus, il y a Becky Lynch qui débarque juste derrière Finlay. Elle vient chercher la merde. Finlay essaie de la calmer. Elle lui met un bon coup de pied dans le genou. Et puis après, elle va s'attaquer à Natalya, lui porte le Disarmer, justement, histoire de la faire taper. Puis après, elle s'en va. Et puis Natalya est en pleurs. Voilà, c'est une méchante, hein, Becky Lynch. Becky Lynch qui va apparaître sur le Titantron et puis qui va dire à Becky, notre amie Alexa Bliss, hein, on se voit tout à l'heure parce qu'elles ont un match l'une contre l'autre et elle lui dit fais attention de ne pas te blesser en te retournant pour me regarder sur le Titantron. En tout cas tout à l'heure et donc un peu plus tard dans l'émission on aura un match entre Becky Lynch et Alexa Bliss. T'as été convaincu par cette séquence, la vidéo? Ouais, je l'ai déjà dit sur cette antenne et au bar tabac de la rue Le Pic, mais le couple Cross-Bliss me laisse quand même très perplexe. En partie Nikki Cross, pour laquelle je comprends pas en fait son utilisation vraiment, donc j'ai un peu de mal avec cette association quand même. Alors du coup, ils ont l'air de les lancer un peu en tag team, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Alexa Bliss elle est de plus en plus protégée dans le ring, quoi. Donc je sais pas si elle est vraiment au top du top physiquement. Ouais. Il y a deux cas qui nous posent question, hein, Alexa Bliss
Et ben, l'ami Sami Zayn, hein. Sami Zayn, je me demande vraiment s'il est en top forme parce qu'il catch jamais, ou quand il catch, c'est très rapide. Ouais, c'est vrai qu'il a peu de temps aussi à ce niveau-là, quoi. Donc on sait jamais trop, quoi, si c'est dû à ça, quoi. Donc voilà, donc du coup, je peux pas dire que c'est un segment qui m'a énormément passionné. Alors après, la surprise, c'est toujours sympa de voir, tu vois, un petit peu ce qui se passe derrière à l'entraînement. Donc bon, quand la vidéo démarre avec le truc de Nathalie, on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Mais puis de voir Fit Finlay, quoi, qui est en train de bosser dans le ring et tout, c'est sympa. C'est ça. Ouais, Finn Finlay qui a longtemps été le patron de la division féminine, c'est lui qui formait les catcheuses, notamment à l'ère des divas. C'était un petit peu sa punition parce que je sais plus pourquoi il s'était fait attraper. Mais il avait pris ça très au sérieux. Et c'est lui qui avait fait bosser les filles. Ben, il est toujours là. Et c'est. Alors, faut savoir que Fit Finlay, c'était une énorme star en Angleterre. Un des patrons du catch anglais. Hein. On le voit surtout comme un mid-carder ici à la WWE, mais c'est un grand pilier du catch mondial, hein, Finn Finlay. Ouais. Donc du coup, c'est bien. Pour des filles comme ça, elles ont des entraîneurs de cette qualité-là. Voilà. Hein, et aussi, ça prouve aussi pourquoi les femmes ont progressé au fur et à mesure des années et tout ça. C'est parce que derrière, il y avait le staff qu'il fallait, quoi, pour entraîner ces filles-là et pour en faire quelque chose de fort, quoi. La division féminine, c'est quand même s'il y a une division qui s'est transformée de A à Z, c'est bien celle-là. Et on peut dire quand même que derrière, voilà, ça a bossé sévère. Donc voilà, et du coup, tu vois, sur ce segment-là, Becky Lynch, c'est bien, elle est dans son rôle, elle vient, elle fait une attaque pendant l'entraînement, quoi, un peu. À NXT, j'utilise souvent ce ressort. Ouais, ça ressemble vachement à un truc d'NXT, c'est ce que je me disais aussi, ouais. Voilà, tu vois, c'est à ça que j'ai pensé en premier, en fait, quand j'ai vu le segment, j'ai dit, ah tiens, ça ressemble pas mal au segment d'NXT. Et ça marche bien, Becky, elle est bien là-dedans, ça colle, et puis ça dérange personne qu'elle aille démonter Natalia, en vérité, quoi, puisque tout le monde sait que c'est une faute de transition, et qu'elle s'attaquera à plus gros après, quoi. Donc pour SummerSlam, c'est bien, c'est à Toronto, il va y avoir de l'ambiance pour ce match. Becky, elle a toujours la pop, hein, la pop, elle tombe pas. Moi, je trouve que Becky, la pop ne tombe pas. Hein. Il peut y avoir quelques chagrin, mais franchement, il y avait de l'ambiance à Little Rock cette semaine, on peut le signaler aussi, quoi. Hein. Et en tout cas, moi, avec le son que j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance dans la salle. Et Becky, elle reste quand même dans les pop avec Kofi, avec certains autres. On viendra peut-être plus tard dessus, mais franchement, il y a du potentiel chez la demoiselle et elle continue son chemin. Là, on n'est plus sur une histoire de quelques semaines, quelques mois. Quoi. Maintenant, la Becky, elle est complètement installée dans le paysage et c'est la top babyface. Ouais, clairement. On est sur des personnages les plus populaires du roster là, à l'heure actuelle, et puis ça fonctionne toujours quand ils la font débarquer. Maintenant, c'est sûr que ça va être un petit peu difficile de vraiment nous intéresser à une rivalité entre Natalia et Becky Lynch, quoi. C'est un peu du déjà vu, mais bon, c'est calibré pour le Canada, hein, puisque SummerSlam se passe au Canada, et Natalia, c'est un peu l'enfant du pays. Hein. Ouais, et puis c'est ça, et puis ils calibrent souvent, regarde, ils calibrent pour l'Arabie Saoudite, ils calibrent pour l'Australie, quand ils ont fait le match, les Cruiserweight à l'affiche avec Buddy Murphy, voilà, la WWE, ils sont pas fous non plus, quoi. Ils calibrent, comme tu dis, parce qu'au Canada, il faut des catcheurs canadiens, et que Kevin Owens, il a une large place, parce que Kevin Owens, tu vas voir, il va nous faire un SummerSlam d'anthologie, ce garçon. Ouais, ça va être énorme ce SummerSlam, ça va être énorme. Comme le match qui s'annonce ensuite à Monday Night Raw, rien de moins qu'un triple threat. Mais oui. Pour le championnat tag team de Monday Night Raw. Mais oui. Détenu à l'heure actuelle par The Revival. Mais oui aussi. Les Challengers. The Uso. Les Uso. Je pensais que Jimmy il était en tôle et je m'attendais pas à les voir en fait. Ça a été la grosse surprise. Je me suis dit. Ouais, non, il a pris une amende, c'est tout. Il a juste pris une amende. En fait, il a passé une nuit au poste et puis il a dégrisé. C'est ça, voilà, exactement. Mais la WWE l'a pas sanctionné. Hein. C'est rare ça quand même. Hein. Ouais, rien du tout. Bon, ils vont peut-être être un petit peu mis de côté pendant un moment, mais. Je voudrais pas balancer, mais c'est un récidiviste en plus, quoi. Ouais, clairement. Moi que ce soit l'autre, on sait pas. Ils se ressemblent tellement. Mais ouais, ça a bien fait jaser ça cette semaine. Il faut savoir que Jimmy Uso, c'est Jimmy qui s'est fait arrêter par la police là en état d'ivresse au volant. Alors c'est pas bien du tout, hein. Mais bon, c'est la justice qui fait son boulot, hein, pas la WWE. Enfin bref. Il y a aussi Gallows et Anderson dans le match. Ouais, bien sûr. Aussi, comme on les appelle maintenant.
l'Original Club. Du coup, on a un gros match. Ça saute dans tous les sens. Alors, comme il y a le revival, ça fait des tricheries. Il y a des tags masqués. Ça saute dans tous les sens. C'est un gros bordel. Et grâce à un blind tag, c'est la victoire à la surprise générale de Gallows et Anderson. Hein, imaginez donc. Enchaînement Magic Killer et ou Jimmy Uso ou Jay, je sais pas, il se prend à la fois comment ça s'appelle la prise de finish du revival, la Shatter Machine. Ouais. Et après il se prend le Magic Killer quoi. Pendant que Gallows et Anderson ont fait le ménage dans le ring, histoire d'avoir les coups des franges pour faire le tomber. Et donc victoire de Gallows et Anderson qui sont vraiment avec les ceintures et qui vont aller faire la fête avec AJ Styles dans les coulisses. AJ Styles qui avait ramené du champagne mais qui sait pas comment ouvrir une bouteille. Et puis il y avait des petits fours mais il a marché dessus en montant sur la table. En tout cas ils vont bien s'amuser tous ensemble. Donc grosse victoire de Gallows et Anderson. Gros match, hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, moi je trouvais ça excellent. We got new champions. Écoute, la méga surprise d'avoir un changement de titre dans un weekly, quoi, parce que ça arrive quand même assez rarement. Mm-hmm. Et plutôt une bonne surprise. Et je te rejoins encore une fois, mon ami, nous sommes raccord grave. Hein. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était un super match, quoi. Comment ça envoyait du pâté, quoi. Mais alors. Un truc de fou, hein. Et comment les Usos, ils étaient à 1000 à l'heure. Alors je pense que Jimmy s'est fait punir parce que c'est Jimmy qui a pris le Shatter Machine et qui a pris le Killer. Donc Jimmy, je pense que c'était sa punition. Voilà, en fait, au final, elle était réservée un petit peu sur le... Et que donc, on a un petit peu cogné comme il fallait Jimmy pour lui rappeler quand même qu'il fallait pas déconner avec le business. C'est ça. Je sais pas si tu as vu, mais en début d'entrée de jeu, quand ils font leur entrée, les Usos, au moment donné où ils vont dire bienvenue dans le pénitencier, je crois que Jimmy jette son micro et il dit pas la phrase. Oui, tout à fait. Oh, mais quel analyste. Non mais peuple de catch-up, rendez-vous compte un peu les analystes, la chance que vous avez d'écouter un podcast pareil, quoi. Le regard affûté. Voilà, qui sur un simple regard sont capables de déceler un... Non mais moi je trouve que c'est énorme. Comme ce match. Voilà, ce match était... Ouais, ce match était énormissime. Ça aussi, ça méritait une place en pay-per-view. Hein. Aussi, alors là, un super beau match de Tactic Championship en pay-per-view, il n'y a pas à dire. Clairement, c'était vraiment très très bon, quoi. Mais ils ont envoyé du lourd parce que les Usos, ils étaient bien excités, ils étaient bien énervés comme il faut, là, ça allait parfaitement. Et puis comme tu l'as dit, face à deux équipes de heal, donc du coup ça a beaucoup triché, ça a beaucoup fait des saloperies ringside, ça a fait tout un tas de choses comme ça, pas très catholique, hein, il faut bien le dire, et un gros finish, quoi, gros finish, quoi, voilà, quoi. Et du coup, on se retrouve avec les aussi champion tag team, champion des États-Unis. Voilà. Comme de l'autre côté, on a SmackDown avec les New Day qui sont aussi la force dominante du show bleu, quoi. Ouais. On se retrouve dans un parallèle entre les deux shows. Et 39 ans et Jay Styles ne sait pas ouvrir une bouteille de champagne, c'est triste. Ouais, ça c'est triste, ouais. Mais c'est ça quand on a une hygiène de vie irréprochable. Dans un coach personnel, pour ça, je veux bien me porter volontaire. C'est ça, je veux bien être le mec qui ouvre leur bouteille de champagne après le spectacle. $1 de l'heure, ça m'ira bien, quoi. Il sera même pas le prix de la bouteille, mais ça c'est un autre problème. Il avait même prévu le traiteur, t'as vu, il y avait à bouffer et tout. C'est ça, mais il a marché dessus, hein, c'est dommage. Ouais, puis après il marche il monte sur la table, il ouvre la bouteille de champagne, et en plus il marche sur la bouffe. Voilà, ne l'invitez pas en soirée, hein, Jay Styles. Fallait pas l'inviter. Hein. Non, mais Jay Styles en soirée, c'est une catastrophe. Cata. C'est pas tenir, quoi. Bon, voilà, donc du coup, d'ailleurs, il y avait la pauvre Dasha Fuentes là, qui essayait de l'interviewer, mais elle a même pas réussi. Parce qu'il en avait à base de rien à foutre, quoi. Ouais, complètement. Ouh là là. Mais voilà, ça fait plaisir de le voir méchant. Ouais, j'adore. Moi, je les adore, là, les aussi, là, en version... Ouais, ils sont en grande forme, là, en plus, là. Baraque comme tout. Donc voilà, encore un grand moment, un Monday Nitro. Voilà. Bon. La suite, c'est les Viking Riders. Oui. Hein, pour leur petit squash hebdomadaire. Où ils ont défoncé 2 gars là dont j'ai pas les noms. Non. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Je pense qu'ils feront la même chose. Voilà. Ils ont battu des jobbers. C'est ça. Voilà, pour la 76e fois depuis 2 mois. Voilà. C'est ça. Mais en même temps, ils font les malins, mais
S'ils doivent aller affronter The Revival ou les Usos ou alors les aussi, je suis pas sûr que ça se tournerait aussi bien pour eux. Hein. C'est marrant, c'est marrant parce qu'ils nous les vendent comme ils vendaient Ryback à une époque. Ouais. Tu vois, ouais. ils nous les vendent de la même manière. Alors évidemment, c'est pas des physiques, je les compare pas en termes de morphotype et tout ça, mais par contre, en termes de booking, j'ai l'impression d'avoir droit à un Ryback booking en ce moment. C'est ça. Ouais, c'est le classico. Hein, Sauf que ça se passe dans la Tag Team Division, quoi, mais voilà. C'est ça. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve pour les Viking Raiders. Mais ils ont toujours droit à leur petit clip là sur fond rouge au début. Ils ont avoir de la WWE, avoir du temps d'antenne, c'est très important. Très, très, très important. Voilà, on travaille doucement avec le. Je pense que dans le vestiaire, quand ils reçoivent le script, ils grincent des dents en voyant le match qu'ils auraient prévu, mais ils se disent on y est, on est dans le show cette semaine. C'est ça. Puis ça nous prévoit de gros affrontements, hein, parce que c'est quelque chose quand même, les Viking Raiders, quand tu les lâches dans un vrai gros match. NXT, comme en Indie, c'était une équipe incroyable. Ouais. Le temps des War Machines, c'était incroyable. Hein, donc franchement, je les ai suivis un peu en Indie et puis après à la NXT. Et voilà, c'est une équipe qui a grave du potentiel. Hein. Tu vois, dans le match, on parlait d'un super match, peut-être du triple threat, mais un Fatal 4-Way avec les Viking Raiders en plus, là, tu vois. Sur une carte de pay-per-view, t'as un match comme ça, bah moi je dis Banco. Ah ouais, Banco, ouais, carrément. Ouais, là, tu relances la division tag team. Là, c'est on en revient à un truc genre quand t'avais les Hardy contre Christian et Edge et puis les Dudley Boys, ouais. Les Dudley Boys, quoi. On serait dans un délire comme ça, quoi. Ouais. Et puis, je sais pas ce que t'en penses, mais quand même la tag team division de Raw, moi je trouve qu'elle va bien hein, depuis la fin de WrestleMania là. Ouais. Alors que ça a été pendant un an là, on a eu droit à une année de tag team à Raw qui était catastrophique quoi. Et là, moi, ils ont vachement relevé le nez, ils ont relevé la barre, ils ont set the bar. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, bah il y a de quoi faire hein, avec tout ce qu'on a là. Et ils nous ont offert des bons matchs ces derniers temps, et là, franchement, cette semaine, les amis, voyez ce Raw Tag Team Championship parce que vraiment, c'était vraiment un très bon match. Ouais, ça vaut le coup. Je sais pas si c'était pas un des meilleurs matchs de l'année, celui-là. En weekly, hein, on va dire. Et encore, hein, ça avait sa place en pay-per-view. Voilà, ouais, bah, quand tu dis dans le roster tag team, la plus mauvaise équipe, ça doit être Hawkins et Ryder. C'était plutôt bien. Hein. Ils sont des former champions au final. Qui sont pas non plus trop des peintres non plus quand même quoi. C'est des jobbers honnêtes. Jobbers de luxe. Ouais. Jobbers de luxe. Alors, faut qu'on retourne chez les filles. Et oui. Donc on a ce fameux match où Becky Lynch affronte Alexa Bliss. Alors je vous la fais court. Hein. Alexa Bliss, elle se blesse pendant le match sur un bank exploder là, je sais pas comment on dit. Elle a mal à la cheville. Elle pleure, hein, elle en pleure tellement elle a mal. Le match est arrêté. Hein. Becky Lynch a gagné par forfait. Ça plaît pas à Nikki Cross qui vient au ring et qui va prendre la suite. Hein. Il y a un match qui s'enchaîne. Becky Lynch, Nikki Cross. Et donc là, c'est encore la victoire de Becky Lynch sur tombée. Et alors là, surprise générale, Alexa Bliss revient dans le ring et l'attaque Becky Lynch dans le dos. On commence à la passer à tabac. Et là, il y a Natalya qui en profite pour débarquer. Elle vient porter le sharpshooter sur Becky Lynch, qui est en souffrance. Alors, il y a aussi Becky Lynch qui a un peu traité Nikki Cross en lui disant tu es venu d'Écosse pour être le larbin. Alexa Bliss, c'est bon. Où est ta fureur, là ça n'a pas plu à Nikki Cross. Hein. C'est aussi pour ça qu'elle a pris la suite du match. Donc voilà, les manigances d'Alexa Bliss, Nikki Cross qui fait toujours le larbin et Natalya qui réussit à avoir sa revanche. Tout ça compacté dans un petit segment. Ça va, c'était quand même plutôt digeste. Ouais, c'était plus digeste que le segment d'intro qu'on avait eu avec le Moment of Bliss, quoi. Pour le coup, c'était meilleur. Bliss, le Moment of Bliss, il faudrait vraiment qu'ils arrêtent, mais je pense que ça plaît à papa, ça, hein, j'ai envie de dire. C'est le moment de papa de l'émission. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Bliss, c'est une spécialiste des matchs comme ça où elle va faire une fausse blessure, etc. Je me rappelle, elle faisait semblant de s'être cassé le bras. Voilà, donc là, elle avait une grave entorse à la cheville. Elle utilise souvent cet artifice, quoi. Mais elle pleure et tout, elle est toute mimi, quoi. T'as envie de lui dire « Ah, mais Alexa, je vais te consoler. » Oh, la pauvre. Pas bien, je vais soigner ta cheville. Tu vois. Donc du coup, je reprends ce que tu as dit sur le fait que j'étais bien content en fait que Becky Lynch elle balance à la tronche de Nikki l'histoire de sa Celtic attitude là, qui avait complètement fait. J'ai trouvé ça très bien, très bien. Merci Becky d'avoir dit ça à Nikki parce que je pense la même chose. Voilà, elle m'a enlevé les mots de la bouche, Becky.
Voilà, donc, Ouais, on veut retrouver notre Nikki Cross de NXT, là. ouais, je veux retrouver la Nikki Cross du temps de Sanity. Je veux retrouver la Nikki Cross du temps des matchs face à Asuka. Ouais, voilà. Je veux retrouver cette Nikki Cross là, moi, et je veux qu'elle, voilà, pour moi ça matche pas ce duo Bliss Cross quoi. Il y a un espèce d'océan de gimmick entre toutes les deux. Et Alexa Bliss, je voudrais l'avoir avec, je la mettrais, tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je la mettrais plus avec une Carmella ou avec une Naomi, c'est quoi, plutôt qu'avec une Nikki Cross qui me paraît complètement aux antipodes et qui pourrait être utilisée dans le roster de manière originale parce qu'elle est justement elle est atypique dans le roster féminin, Nikki Cross, je considère. C'est ça, elle avait ce petit truc différent des autres. Ouais. Et maintenant, c'est juste une gonzesse comme ça qui est manipulée par Alexa Bliss comme tant d'autres. Hein. Oui, comme tant d'autres après elle, et après elle, de toute façon. Et après, si tu veux, l'intervention de Natalia, pas de surprise, hein, on se doute bien qu'il va y avoir vengeance. Bah, elle est quand même vue avec un jeans slim. Ouais, avec un ça, c'est pas banal. Hein. Ça, c'est pas banal de porter un sharpshooter en jeans. Et du coup, voilà, vengeance, donc normal, quoi. Normal, j'ai dit, voilà, Natalia, elle connaît le business, quoi. Elle va se ouais, voilà, classico. Donc un classique, la vétéran, elle revient, elle porte son sharpshooter, et puis voilà, rendez-vous à lundi prochain. C'est ça, exactement. À toi, à moi. Allez, le presque main event de la soirée. Avant qu'on attaque ça, juste parce que je vais oublier après, il y a Braun Strowman qui est nargué par Maria Kanellis aussi. I'm a Titan Chef. Voilà, il dit qu'est-ce que tu vas faire contre une femme enceinte, hein, tu peux rien faire, voilà, le monstre parmi les hommes, etc. Et il reste là à ruminer, à grogner l'ami Braun Strowman. C'est pas le meilleur moment de sa carrière. Putain, cette promo. Il grogne, le mec. Il grogne. Il a dit un mot? Non, il a rien dit. Hein. Il a juste fulminé. Hein. Il a juste fulminé, grogné, éructé. Voilà, éructé. Éructé, c'est ça. Éructation de Braun. C'est quand même dommage de ne pas lui donner de programme pour SummerSlam, hein, Braun Strowman. Non. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, non, mais quelle énigme. Ouais, il y a des bookings comme ça qui sont un peu bizarres. Je pense à Finn Balor, je pense à Braun Strowman. Ouais. Non, mais en plus, ce segment, c'était autant j'ai Maria Kanellis, voilà, elle est trip de cassos, quoi. Braun Strowman, le fait juste de grogner. Alors là, j'ai dit, non, mais là, on est en train de toucher le fond, là, mes amis, avec Braun Strowman, quoi. Bientôt, il va être dans la low-card, bientôt, il va courir après le 24-7. Vous allez... Là, il court pas parce qu'il a mal au genou, mais sinon, il y serait. On vous aura prévenu, bientôt. Oui, il va peut-être la tuer la semaine prochaine, on sait pas. Ouais, ou alors, il tuerait alors là, ça serait... l'angle, un peu trop loin. Un peu à la quand c'était Kane ou Triple H qui avait violé un cadavre, je sais plus quoi. Ouais. Oh, parfois ils ont été trop loin. C'était qui? Tu te rappelles qui c'était? C'était Kane ou Triple H? J'ai un doute. Je crois que c'était Kane, non? Kane qui viole un cadavre. L'attitude des rats, les amis. Ils ont été loin quand même. Voilà, bon, je sais pas si on aura ce remake la semaine prochaine. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Seth Rollins affronte Dolph Ziggler. Hein, je vous rappelle qu'il nous avait offert ce fameux match. C'est un Iron Man match, c'est ça qu'on dit? Ouais. Qui avait tué tout le monde à l'époque. Horrible souvenir, mais ce soir, ils nous sortent là, un match des grands soirs, encore une fois. C'était pourri, je reviens sur le match dont tu parles là. Full ce match. Ouais, c'était un des pires moments. Full ce soir-là. De ma vie de spectateur de catch, j'étais atterré. La foule est un peu à blâmer. La foule est à blâmer. Le booking du match est à blâmer. Il y a plusieurs choses à blâmer et pas tant ça les deux catcheurs, je pense, quoi. Ouais, non, c'était. Enfin, ils auraient pu s'ajuster aussi, hein. Mais non, c'était pas la soirée de la WWE ce soir-là. Très mauvais souvenir de spectateur de catch. Mais alors que, si je me souviens bien, dans un weekly avant, ils avaient fait un match énorme quand Ziggler avait pris le titre. Complètement. À la surprise générale. Et là, ce soir encore, ils nous font un super match. Mais en fait, tout ça ne va pas jusqu'au bout, puisque y a Brock Lesnar qui débarque
qui vient défoncer Seth Rollins. Alors, il y a quand même une petite promo de Dolph Ziggler où il nous a rappelé que Shawn Michaels et Goldberg sont pathétiques. Hein, il leur renvoie une petite pique à Goldberg. Mais bon, la grosse histoire de la soirée, c'est ce Brock Lesnar qui vient et qui détruit Seth Rollins. Mais là, quand je dis détruire, c'est détruire. Hein, c'est-à-dire que on va enchaîner les German suplex à l'intérieur du ring, à l'extérieur du ring, sur les barricades. Je crois qu'il l'envoie dans les escaliers. Il va utiliser une chaise, il va lui taper dessus avec la chaise. Et après, il va enchaîner les F5 sur la chaise. Mais alors, pas la chaise posée au sol, hein, la chaise dépliée, ouverte, comme pour s'asseoir. Et ben Rollins, il va se manger la tranche, quoi. Le dossier de la chaise, ça plusieurs fois. Il enseignera. Hein. Ça, il va cracher ses tripes, là, Seth Rollins. C'est un dur passage à tabac. Au tel point qu'on va devoir envoyer les secours, hein, parce que au bout d'un moment, Brock Lesnar finit par se calmer. Il est accompagné de Paul Heyman, hein, d'habitude. Paul Heyman qui est atterré. Hein. On voit qu'il a même lui peur de Brock Lesnar. Paul Heyman, il est exsangue. C'est ça. Donc on va aller dans les coulisses pour ramener Seth Rollins. Il y a Becky Lynch qui va voir passer son homme là. Elle est inquiète. Roman Reigns qui est là aussi, qui vient aux informations parce qu'il arrive un petit peu après la bataille. Je sais pas où il était, Roman Reigns, mais il arrive juste pour croiser son pote sur le brancard. Avec les Usos, il y a les Usos. Voilà, il y a les Usos qui sont là, hein, les cousins sont là. D'ailleurs, ça va se bagarrer sur le passage parce qu'il y a les Aussie et Samoa Joe qui se jettent sur les Usos et Roman Reigns, c'est le bordel. Hein. On continue à suivre le brancard qui va rentrer dans l'ambulance. L'ambulance démarre, elle est stoppée par à nouveau Brock Lesnar qui en a pas fini avec Seth Rollins. Il va le ressortir de l'ambulance sur le brancard, il le fait rouler et après il l'attrape et il va lui faire un F5 mais sur le brancard, mais alors aussi sur la tranche du brancard, quoi. Je sais pas du tout comment il a maîtrisé sa chute Seth Rollins sur ce coup-là parce qu'il se mange le coin, il se mange la roue. Il a dû avoir mal le lendemain. Mais voilà, Brock Lesnar a tué Seth Rollins. Avant qu'on enchaîne sur la toute fin du show, hein, parce qu'il se passe encore des trucs après. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée surprise de Brock Lesnar et ce massacre là sur Seth Rollins? Holy shit! Holy shit! Holy shit! Alors là, les amis, mais il s'est passé quoi? Un truc de fou. Alors déjà d'entrée, on a un Ziggler qui quand même le match en lui-même se passe plutôt bien. Ils ont changé les commentateurs dorénavant parce que Dolph il est en train de s'attribuer un peu tous les attributs justement de Shawn Michaels et donc on nomme son The Switching Music. C'est ça. Et en plus, il débarque avec la musique de Shawn Michaels, j'ai oublié de le dire. Donc tout le monde s'attend à ce que ce soit de Michaels qui débarque. Et finalement, c'est Ziggler. Finalement, c'est Ziggler dans un tenue très très proche du Heartbreak Kid. Ouais, un très mauvais cosplay de. Et du coup, les commentateurs vont appeler son super kick le Switching Music, quoi. Ouais. Et donc du coup, on a un bon petit match qui commence, quoi. Moi, j'ai trouvé que ça envoyait bien là, entre Rollins et Ziggler. C'était super. De bons passages. Alors, j'ai pas le timing, malheureusement, j'aurais bien aimé, tu vois, avoir le timing de Seth Rollins del Ziggler. Tu l'as pas? Alors, je vais essayer de te le trouver pendant que tu nous analyses ça. Mais en tout cas, ce qui a été donné, et ça a envoyé, quoi. Voilà, quoi. Et donc c'était bien. Et puis alors après, mais du sang, de la fureur et des larmes, quoi. Mais ça a été d'une violence. Mais je te jure. Alors, Brock Lesnar, c'est un petit peu la règle avec lui, quoi. C'est-à-dire que Brock Lesnar, quand il débarque dans un weekly, de toute façon, il ne catche jamais. Et Brock Lesnar, que si tu es challenger à Brock Lesnar, à un moment ou un autre, avant le pay-per-view, tu te prends un beatdown. C'est comme ça, c'est immuable. Ça dure depuis son retour, depuis 2012. Tous les contenders et tout sont tous passés au bid. Et d'ailleurs, si lui-même était contender, il venait mettre un bid champion. Voilà. Ouais. Avec Brock, c'est son booking, c'est ça. Et c'est la méthode Lesnar. Voilà, c'est la méthode Lesnar. Et avec un Heyman incroyable pendant tout ce segment, moi j'ai trouvé. Tu sais quoi, je me le suis repassé le segment. Regardez d'abord le direct, et puis après, une fois que le Raw était fini, je suis revenu dessus et je me suis focalisé uniquement sur la tête de Heyman du début jusqu'à la fin du segment. Et
totalement hallucinant, quoi. Voilà, quoi. Il y a même, enfin, franchement, soit il joue vraiment super, méga bien, soit il y a des moments, il lui dit, quoi, mais où il dit, non, mais là, c'est trop, ça va, it's enough, il le répète plusieurs fois, enough, mais il lui dit doucement. Il vient même Ouais. lui taper le poing à un moment, il vient lui prendre la main comme ça, discretos, ils sont vers le turnbuckle, et Eman, il lui chope un peu la main à Lesnar, quoi. Et en lui disant, avec des yeux, tu sais, mais des yeux, c'est inquiet, quoi. Pas d'un mec, enfin, bon, alors vraiment, c'est peut-être un acteur extraordinaire, hein, qu'on lui donne un Oscar, hein, mais À c'était. l'art du détail de Paul Heyman. Hein. Voilà, ouais. Et le beatdown, mais démentiel. Et putain, mais Seth Rollins, je l'ai rarement vu prendre aussi cher, quoi. Et alors après, je sais pas si c'est un blade job, je sais pas s'il prend bien effectivement la tranche de la chaise. Ça, j'ai un doute un peu là-dessus. Ouais, je sais pas, c'est tellement bien fait, mais je me demande comment il a pu encaisser le truc. Écoute, si c'était un blade job, en tout cas, c'était super bien fait, ouais. Et Ouais. si c'était pas un blade job, bah bravo, ouais. Comment ils ont pu encaisser un truc pareil, quoi. Et après, j'ai trouvé super. Alors là, tu vois, voilà un truc que j'ai trouvé super dans ce segment. C'est justement une fois on a embarqué Seth sur le brancard, quoi, et qui le locker room. Tu vois, souvent ce genre de segment, le mec, il traverse tous les couloirs et puis il arrive à l'ambulance et puis il y a personne. Tu vois, il croise personne dans les couloirs. Les mecs, ils Ouais. cavalent. Et là, bah non, justement, quoi. Là, il y a des gens qui sont commencé à arriver. T'as Becky Lynch qui est passé. Et après, t'as les trois Samoans qui ont débarqué. Et bam, ça enchaîne sur une baston. Ouais. Quel bordel. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est à Raw ce soir, là, les gars. C'est lundi, on est à Rock. On voit du lourd. Alors, il est aussi accompagné de Samoa Joe, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Et attends, les champions de Raw qui nous tout fraîche, quoi, qui débarquent. Joe qui décide de se farcir les Samoans pour finalement quelque part protéger de Lesnar dans l'histoire. Et après, Lesnar qui balance, c'est un F5 hein, qui balance hein, sur le brancard à cette Ouais, oui. Bah, ça y est. Eh, F5, hein. un bon F5 des familles. Fave des familles, ouais. Incroyable ce segment. Écoute, j'ai un peu. Après, je me suis gratté la tête et je me suis dit, mais merde, c'était quand la dernière fois que j'ai vu un segment aussi violent à Raw, quoi. En pay-per-view, Ouais. ça peut arriver des fois, mais putain, j'avais un espèce de vieux doute qui m'envahissait sur quel était le segment le plus violent que j'ai vu là-dessus depuis Arrow, quoi. Et quand même, j'ai du mal à trouver pour l'instant. On avait eu les trucs de Strowman, mais c'était toujours un peu cartoony, quoi. L'histoire du Kevin Owens dans les chiottes, il met sa misaine dans une poubelle. Bon, t'avais pas ce côté. Il n'y avait pas cette violence quand même. Voilà, cette violence gratuite et sauvage, là. Et avec un Lesnar en mode, mais défoncé, mais là, il était quand il est comme ça. Voilà, il prouve pourquoi il est la force inamovible depuis. Ouais, oui, voilà, on sait pourquoi c'est lui le champion, on sait pourquoi c'est lui la grosse star, voilà. Hein, le mec à qui on a donné la ceinture de plomb, hein, bravo. Quand il faut faire le vrai spectacle, il y en a un qui est là et c'est Brock Lesnar, quoi. Alors par contre, il a jeté Rollins comme si c'était rien du tout. Je sais pas. Moi, je suis moins catégorique que toi par rapport à Lesnar parce que moi, je reproche quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis pas du tout en accord sur ce que fait le personnage et sur ce booking général et tout ça. Alors, c'est pas forcément dû à Lesnar. Hein, Oui, c'est l'utilisation. Et puis bon, il y a pas eu, c'est clair qu'il n'y a pas eu que du bon, mais là, quand on voit ce qu'il est capable de faire, tu comprends pourquoi c'est le mec qui est au top de la chaîne alimentaire, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'on l'avait oublié parce qu'il y a eu pas mal de rivalités qui étaient un petit peu moyennes. Mais il est totalement incroyable. On peut pas se passer de Lesnar à l'heure actuelle. Il a un côté imprévisible aussi. Ouais, carrément. C'est le seul avec qui le kayfabe fonctionne encore. Parce que tu sais pas s'il va faire exprès de blesser quelqu'un. Quand il avait fait son match contre Randy Orton, les gens pensaient qu'il l'avait ouvert volontairement, qu'il s'était lâché, quoi. Tu vois, c'est des. Je suis d'accord avec toi sur le fait que même si c'est kayfabe, on n'est pas sûr que vraiment les coups partent ou ils partent pas. Et moi, j'ai en mémoire cette bagarre énorme avec Taker au moment de la feud à Hell in a Cell, là. Il y avait eu dans un weekly, il y avait eu une bagarre monumentale. Moi, j'en revenais pas en fait que le Taker ait accepté un tel niveau de violence dans cette baston ce jour-là, alors qu'il y avait toutes les superstars. Hein, on s'était retrouvé dans un lumberjack segment où il y avait toutes les superstars qui essayaient d'empêcher Lesnar et le Taker de se mettre sur la gueule. Et Lesnar, il était revenu plusieurs fois à la charge en saut sur les mecs, mais en sautant sur les mecs, quoi. Le mec, il fait 150 kilos. Ouais. Ah, c'est un godin. Et il venait mettre des droites et des gauches à l'Undertaker, quoi. Je me dis, putain, l'Undertaker, il a accepté ça quand même, quoi. Attends, 2017, un truc comme ça, ou 2016, je sais plus. Mais là, je me demande même comment Rollins, ce soir, il a pu accepter un truc comme ça. Il va m'envoyer sur le brancard, sur la tranche du brancard par un F5. Et il va m'envoyer 3 F5 sur une chaise à chaque fois. Ouais. Arrête de la chaise.
Ouais, quand même. Là, on était dans Mm. du très, très, très lourd. On était quand même. Alors, on était un peu hors PG ou quoi, là? Ouais, bah, on était à la limite du. C'est la PG, ils ont le droit de faire des trucs hein, quand même. Hein. Le truc, il allait vomir. C'est pas non plus émission pour enfants. Hein. Je crois que c'est un truc. Attention, quand vous avez 12 ans, quoi. À se demander si Rollins, il allait pas dégueuler. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Alors surtout qu'on a eu quelques jours plus tôt Vince McMahon qui disait que la All Elite Wrestling c'était que du sang et des tripes. Et voilà, Monday Nitro arrive et puis ils nous font du sang et des tripes. Mais alors bon, level au-dessus quoi. C'était ECW time, hein. Ouais, carrément. Ouais. Non, ça ressemblait vachement à l'époque de la ECW là ce soir. On va le voir encore après. Hein. Ah mais ouais, bah parce que si tu veux, j'étais déjà au bord de chanter ECW quoi. Ouais, carrément. C'est après derrière. Alors là, vas-y, je te laisse. Allez, on enchaîne. On arrive à ce qui devait être le main event, c'est-à-dire le Samoan Summit, le sommet des Samoans, qui devait voir Samoa Joe rencontrer Roman Reigns pour une petite discussion. Et ben rien du tout. Il y a Samoa Joe qui débarque au ring. Il dit voilà, ce soir c'est annulé le sommet des Samoans. Moi je suis venu pour me battre. Alors vas-y, amène-toi Roman Reigns. Roman Reigns débarque sous les hurrahs de la foule. Et c'est parti pour la grosse baston. Samoa Joe attaque direct, mais Roman Reigns réussit à reprendre un petit peu le dessus en envoyant un bon uppercut à Joe. Ça va aller s'exporter à l'extérieur du ring. Joe va envoyer dans l'escalier de fer. Non, je crois que c'est l'inverse. C'est Roman Reigns qui envoie l'escalier de fer à la gueule de Joe. Et là-dessus, il y a McIntyre qui débarque pour attaquer dans le dos Roman Reigns. Alors, McIntyre qui sort de nulle part. Ils sont à 2 sur Roman Reigns. C'est pas un match, hein, ils sont en train de se foutre sur la gueule, hein, tout simplement. Et là-dessus débarque du Diable Vauvert un certain Cedric Alexander qui vient attaquer Drew McIntyre. Il fait ménage dans le ring, il fait partir aussi Samoa Joe. Mais alors à un moment donné, il remonte dans le ring, il se fait cueillir par une grosse lariat de Joe. Il y a aussi Anderson et Gallows qui finissent par débarquer. Et là-dessus, les Usos qui viennent aider Roman Reigns. C'est la grosse baston générale, on s'exporte sous le Titantron. Pendant que tout le monde est en train de se taper dessus, là on fait le ménage aussi sur la table des commentateurs, on est à 2 doigts de s'exposer à coups de powerbomb. Il y a un certain Cedric Alexander qui débarque du haut du Titantron et qui nous fait un dive spectaculaire, alors vraiment ECW style. Hein. On se croirait au Hammerstein Ballroom là. Un dive du haut du Titantron sur tout le monde. Hein. On fait un strike complet. Et ça se termine par Roman Reigns qui réussit à porter un énorme spear sur Samoa Joe. Ouais. Et les gentils vont célébrer dans le ring leur victoire. Il y a aussi les Usos qui viennent super kicker Joe avant qu'il se prenne le spear, hein, si je dis pas de bêtises. Et grosse célébration des gentils avec un Roman Reigns triomphant John Cena style, hein, j'ai envie de dire. Voilà, grosse fin de show bordélique mais extrêmement spectaculaire. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? ECW. C'est impossible de pas y penser hein, quand tu vois le saut d'Alexander là. Pouah. Alors pour les gens qui peut-être connaissent pas la ECW, c'était donc Extreme Championship Wrestling quoi, et qui était géré par Paul Heyman. Mais voilà, et là franchement tout ce segment. Mais quel baston, mais quel segment, mais comment j'ai kiffé, mais alors, je te jure, mais j'étais debout devant l'écran. J'étais là, oh putain, mais comment ça envoie du pâté. Roman, il a une pop, mais de fou, là. Le public, mais était au taquet pendant tout le segment de baston énorme. Ah putain, mais c'était incroyable, j'en revenais pas, en fait. C'est énormissime. En même temps, je me disais, mais là, on est dans le main event de 2 semaines de SummerSlam et on a le droit à un truc complètement dingo. On sortait en plus d'un segment complètement incroyable avec Lesnar et Rollins, le Raw aurait pu se finir là-dessus, on n'aurait pas été choqués, tu vois. Ouais, exactement. Non, en fait, la baston qui a commencé dans le couloir, voilà un truc réfléchi un peu. Oui. La baston a commencé dans le couloir pendant le segment Lesnar et c'est terminé in-ring et hors du ring et partout où ça pouvait se passer. Et quel segment! Ah non, mais écoute, et puis Alexander! Ah voilà, tu l'as dit direct, hein, voilà,
son dive du Titantron, c'est EC Dub style, quoi. C'est Seth Rollins du temps du Shield aussi, quoi. Ouais. Et c'est voilà, quoi. C'est là, on est vraiment dedans. J'ai envie de dire Angelico à la Lucha Underground. Voilà, ça, c'est des moments incroyables, quoi. Les mecs se balancent de 3 à 4 mètres et putain, c'était phénoménal, quoi. Et c'est Reigns qui fait. C'est Joe qui fait passer Reigns à travers la table des commentateurs aussi, quoi. Oui, je crois, il y a ça aussi. Reigns, il prend aussi, hein. Il faut pas croire. Ah ouais, non, mais il a été incroyable aussi, Roman Reigns, ce soir. Ah, mais il fait un truc, il fait une série à 3 Superman Punch. Mais derrière, en fait, il se prend je crois, il veut porter il y a Drew McIntyre qui arrive, qui veut porter une Claymore. Et derrière, c'est Alexander qui saute de la 3e corde et qui fait un espèce de truc, je sais pas quoi. Ouais. À un dit, moment, il balance les escaliers sur Joe, un truc incroyable. Je voulais le signaler, tu l'as signalé très bien aussi, c'est le Lariat Ouais. sur Alexander. Mais j'ai cru qu'il l'avait décapité, le garçon. Marie-Antoinette style, comme dit Ajus, quoi. Exactement, mais extrême violence. D'une violence. Et puis bah ouais, ça se termine avec les gentils en pleine osmose avec le public. Et Rose termine là-dessus et moi je fais waouh. Ah ouais, non, mais là t'es soufflé. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Roman Reigns comme ça, dominateur. Il arrive à gérer Samoa Joe et Drew McIntyre en même temps. Il finit par gagner le segment, tout le monde est content. Ça, il le faisait plus depuis des années à la WWE. À chaque fois, c'était Reigns qui perdait pour une connerie et puis tout le monde était triste. Là, voilà, on a un Roman Reigns qui est le top guy de la compagnie et qui casse des culs quand c'est l'heure de casser des culs, quoi. Ouais, et puis là, ça fait plaisir. Et puis ouais, ça fait plaisir carrément. Alors, bah, moi, ça me fait plaisir. Moi, j'ai toujours été un fan de Roman, donc moi, ça me pose pas de problème de le voir, de revenir dans un mode bien meilleur booking. Et avec ce constat qu'on a déjà fait tous les deux, quoi, que de toute façon, Roman, il est dans un trip famille depuis qu'il est revenu de sa maladie. Ouais, quelle bonne idée aussi de le mettre avec les Usos, là. On a mis avec les cousins, les machins, tu vois, on est revenu un peu, j'ai presque envie de te dire qu'on est revenu un peu dans les années 80 avec les Head Shrinkers, Fatou qui retrouvait, tu vois, des catcheurs comme ça de la famille, et puis on les mettait à 3, 4 ensemble, quoi, et puis bah voilà, quoi, ça envoyait des grosses bastons avec les Nasty Boys ou avec les Smoking Guns ou des équipes comme ça. Et là, en fait, Reigns et les Usos, ils sont clairement dans un trip très années 80, moi, je trouve, quoi. Ce qui s'est passé. Alors, pas tellement le beatdown en lui-même, mais c'était très easy dub. L'histoire racontée, si tu veux, elle est très années 80, quoi, où on était, voilà, c'était encore plus communautariste que ce que c'était la WWE à l'époque. Il y avait vraiment, d'un côté, les Américains, les Canadiens, tu vois, les méchants Africains sauvages en général. C'était un peu, et puis les Russes, quoi. Et puis du danger dans les coulisses, quoi. Tu sens qu'il faut pas traîner dans les coulisses parce que ça peut taper à tout moment, quoi. Ça, c'est pas mal. Ah non, vraiment, alors là. Chapeau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fini un row en me faisant wow! Yeah! Bah voilà, hein, la guerre est lancée avec la All Elite Wrestling. Hein, on dit que la concurrence, ça fait du bien. Bah, on le voit tout de suite ce soir. D'ailleurs, c'est le mot de la fin. Hein, il va falloir qu'on résume un peu ce qu'on a pensé de ce row, mais je pense que vous avez eu des indices tout au long de l'émission. Il faut donner une note, et puis aussi un top, et puis aussi un flop. Plus dur à trouver le flop ce soir, je pense. Ouais, bah, ce soir, en fait, je vais le mettre au grognement de Ouais. Voilà, ça sera mon flop de la soirée. Vraiment, j'aurais pu le mettre au segment de Moment of Bliss de début de show, mais je vais le mettre vraiment au grognement de. Tu vois, même les Canellis, tu vois, je les mets dans le haut du panier ce soir. Ils sont pas dans le flop, les Canellis. Mais vraiment, je me trop mal parce que vraiment, ce truc, cette apparition de 30 secondes et ce grognement m'a attristé pour lui, en fait. Je crois que c'est ça. Le flop, je lui donne pas vraiment à lui, mais je lui donne à la tristesse que ça m'a enduit tristesse, ce grognement. Voilà, je me suis dit, pauvre Braun Strowman. Voilà. Donc voilà, ça sera mon flop et mon top. Putain, mon top, j'aurais eu envie de le donner à plein de trucs ce soir. Ouais, il y a eu tellement de trucs bien. C'est pas le catch-up, c'est méga positif ce soir. Je vais donner un je vais donner quand même un top. Parce que Ricky, parce qu'on vous a tout dit, revenez. Qu'on en dit de ce match. Ce match, je vais même le noter à 4,75. J'ai remonté ma note depuis tout à l'heure, là. Voilà. Je vais le mettre à 4,75 ce match, quoi. Eu égard à l'un des plus grands matchs qu'on ait vu à Raw depuis le début de l'année 2019. Et puis voilà, mais ça aurait mérité, il y aurait pu avoir une possibilité de mettre d'autres tops parce que
le beatdown de la fin du main event, le segment Lesnar, Rollins, Ziggler. Il y avait le Tag Team Championship qui a été un super combat. Allez voir ce combat. Ouais, il était exceptionnel ce combat. Et ma note, écoute, oulala, ma note, je crois peut-être pour ma première fois, je crois, dans l'histoire de Raw, je crois pas avoir jamais noté aussi haut. Il va faire un orgasme quand il va m'entendre. Mais ce Raw, je vais lui mettre un 4,75. Ouais, 4,75. Écoute, je te rejoins, hein, je vais mettre la même note, hein, parce que c'était... C'était vraiment la renaissance, j'ai envie de dire. La renaissance de Monday Night Raw. Après... History will be made tonight! Tonight, history is made. Bah ouais, hein, on va arrêter de rigoler, là. C'était vraiment un très 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 bon Raw. La touche Paul Heyman, là, ça fonctionne. Alors, si on reste sur cette lancée, c'est super. On a déjà les ratings qui sont tombés. Ça n'a pas cartonné. Parce que alors, ils disent que c'est les ratings les plus bas de l'ère Paul Heyman. Moi, je veux bien, mais ça fait 2 semaines que ça a commencé, l'ère Paul Heyman. Voilà, des ratings corrects. Je vais vous donner, voilà. 2,32 millions. 2,32 millions. Donc, bon, en même temps, ils avaient annoncé un Ziggler Rollins et un sommet des Samoans, quoi, pour vendre l'émission. C'était un peu, ils l'ont un peu vendu, quoi, pour le coup. Mon top, moi, je vais le donner à Brock Lesnar, enfin surtout à Seth Rollins. Voilà, je vais le donner à Seth Rollins. Vous savez que j'aime pas trop Seth Rollins, mais ce soir, je lui donne mon top parce qu'il a vraiment donné de sa personne. Voilà, ça fait plaisir de le voir s'investir comme ça pour notre plaisir. Pour la compagnie. Ça fait plusieurs fois là qu'il se bagarre sur Twitter pour vendre un peu sa place de number one dans le monde du catch. Il s'est fait un peu cracher dessus par tout le monde parce qu'il il a parlé de son compte en banque pour se dévendre. Hein. Parce que voilà, il y a eu cette... je sais pas si on en a déjà parlé de cette altercation sur Twitter entre Rollins et Ricochet. Ouais, je sais pas. Pas Ricochet. Will Ospreay, pardon. Will Ospreay, ouais. Ouais, je sais pas, peut-être qu'on l'a évoqué à un moment ou un autre. Ouais, Will Ospreay, pour ceux qui connaissent pas, c'est un catcheur anglais qui bosse au Japon, principalement, à New Japan Pro Wrestling, qui est à peu près le meilleur catcheur du monde à l'heure actuelle. Hein. Vous pouvez regarder tous ses matchs, c'est généralement on est à 4 étoiles, 3 quarts, 5 étoiles. Hein. Moi, j'ai jamais vu de mauvais match avec Will Ospreay depuis que je le suis. Et ils se sont un petit peu alpagués sur Twitter parce que Rollins s'était vendu comme le meilleur catcheur du monde, qui bosse 7 jours sur 7. Il n'y a personne qui est son égal de vivant, et Will Ospreay avait dit « moi je suis vivant ». Et après il s'était engueulé pendant plusieurs tweets, hein, et Rollins avait notamment expliqué que on pouvait comparer les comptes en banque, hein, si on voulait, et ça n'a pas plu à la plupart des fans, hein, qui n'aiment pas trop qu'on parle l'argent, ce qui est bizarre quand on parle catch. Voilà, et ben maintenant l'action à la parole, j'ai envie de dire, Seth Rollins, puisque là, il a vraiment fait un show exceptionnel. Et il a donné de sa personne là, sur les bums qu'il a pris ce soir. Je pense que son corps doit s'en souvenir encore à l'heure où on se parle. Hein. Voilà, le flop, je vais le donner à Moment of Bliss. Allez. J'aime pas trop le Moment of Bliss, moi. Ouais, moi non plus. Voilà, hein, on n'aime pas trop le Moment of Bliss, même si elle est toujours joliment habillée, hein, Alexa Bliss. C'est pas le problème. Non, mais Alexa, elle est carrément charmante, et en plus, moi, dans le ring, j'aime bien. Il y a quelques années, j'avais fait un papier sur Alexa Bliss contre Nia Jax, et les gens disaient du bien d'Alexa Bliss, et j'en pense toujours du bien. C'est juste que... elle était pas mal ce soir, en plus, on n'en a pas trop parlé, mais elle a fait des jolis... elle a exécuté de jolis trucs. Hein. Le Moment of Bliss, il se suffirait à lui-même si elle continuait à y être toute seule. Je veux qu'on emmène Nikki vers ailleurs. C'est ça. Ça fonctionne pas, ce duo-là. Voilà, on a fait le tour de l'émission. Donc 4,75, hein, c'était un Raw historique. Hein, moi, je recommande de le regarder. Hein, là, ça vaut le coup d'œil. Voilà, si on reste sur cette lancée là dans les semaines qui viennent. Déjà, je pense qu'on va avoir un SummerSlam qui sera exceptionnel. Et putain, avec Paul Heyman, on est bien barré là. Moi, je suis content. Ouais, le show rouge est bien là, sur de bons rails. Et là, vu là, parce que moi, le hors-série, ça nous avait plu à tous les deux la semaine dernière. Ouais. Pour moi, c'était un hors-série, il fallait le prendre comme un hors-série, et c'était du coup un Raw sympa à suivre, et voilà. Là, on est revenu, comme on l'a dit en début de review, on est revenu
affaires courantes. Mais là, franchement, ce qu'ils nous ont proposé cette semaine, bah voilà, c'était du lourd. Là. Voilà, on a pris un level au-dessus hein, de ce qu'on voyait. On va pas se mentir, c'était pas bon hein, depuis des semaines et des semaines. Oui, non, mais voire des mois, hein, on l'a dit, hein, on l'a assez expliqué. On aime toujours voir le bon côté des choses parce que forcément sur 3 heures de show, il n'y a pas tout qui est acheté. Mais là maintenant, on est vraiment repassé sur quelque chose de. Peut-être qu'on nous reprochera notre enthousiasme peut-être sur ces 2-3 derniers Raw, mais si vous nous suivez depuis longtemps, vous entendez depuis longtemps, le Raw, ça a été très compliqué à reviewer pendant C'est ça. Parce qu'il faut déjà les regarder, puis après il faut les résumer, puis il faut les analyser. Quand c'est pas bon, c'est triste. Hein, c'est bien de faire une review en étant enthousiaste et heureux du bon catch qu'on a vu pendant la semaine. Voilà, exactement. Surtout qu'il y a vraiment, il y a pas mal de matchs à regarder là. Ah, il y a les Street Profits aussi qui étaient là ce soir. On en a pas parlé. Ouais, tiens, ouais, et, toujours les consultants de couloir qui sont toujours. C'est ça. Tout ça. Montesford qui a fait aussi, qui a fait des siennes. Il discutait avec Seth Rollins, tout ça, avant que Seth Rollins se fasse tuer. Ouais, bon, toujours sympa. Ah oui, il y a quand même Angelo Dawkins qui est soupçonné d'être le père de l'enfant de Maria Kanellis. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais, il est suspecté par Montesford d'être dans l'histoire. Il a pas voulu répondre, Dawkins. Ouais, c'est vrai. Et il aime pas trop qu'on se moque de Maria Kanellis quand même. C'est peut-être lui qui sera le nouveau champion 24/7. Hein, il suffit qu'il s'allonge sur. Bon alors, on arrive au bout de l'émission. Ah, ce final en feu d'artifice. Comme c'est beau. Écoutez Catch Up, les amis. Abonnez-vous, on est partout. C'est ça, exactement. C'est l'heure de l'auto-promo. On est sur PodCloud, on est sur Spotify. Oh yeah. La version vidéo sur YouTube. Donc voilà, hein, si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez, c'est gratos. Puis vous mettez la petite cloche, comme ça, dès que ça sort, vous êtes informés. Hein. On fait la review de Monday Nitro toutes les semaines. Vous allez avoir le supplément SmackDown avec les amis Giscal et IRM, ou peut-être toi, hein, je ne sais pas. En tout cas, IRM sera aux commandes. Ça va sortir dans la semaine aussi. Peut-être à l'heure où vous m'écoutez, c'est peut-être déjà sorti, hein, ça va tellement vite. Et puis, on aura la review de SummerSlam. On va essayer de faire un pré-show aussi hein, pour SummerSlam, je pense. Un bon gros pré-show des familles avec des quiz et du débat un petit peu pour changer, pour étoffer un petit peu tout ça. Peut-être même en direct. Peut-être même que vous pourrez participer. Voilà, ça, on se retrouvera dans 2 semaines. Mais en tout cas, on se retrouvera déjà la semaine prochaine pour le débrief de Monday Nitro. Mon bon Chris, merci d'être venu. Merci à toi, Ringside. Mais j'en prie, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, hein, on s'est bien amusé. Alors j'espère que vous êtes amusés aussi à nous écouter. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut Ringside, salut Peuple Catch Up.